Charleston, 1836. Une femme s'avança dans une tempête, ne tenant rien d'autre qu'un parasol noir, et lorsque la pluie cessa, elle avait disparu. Mais le parapluie restait debout dans la cour, l'eau dégoulinant de ses bords comme s'il était tenu par des mains invisibles. Les voisins murmuraient pendant des générations que chaque fois que la pluie tombait à cet endroit, le parapluie s'ouvrait à nouveau de lui-même, attendant une femme qui ne reviendrait jamais. Qu'est-il arrivé à Dinah Carter en cette étrange soirée d'août? Et pourquoi a-t-elle laissé derrière elle la seule chose qui aurait pu la garder au sec? La réponse se trouve quelque part entre les pavés de Charleston et une liberté qui ne pouvait être enchaînée. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée et faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Le matin où Dinah Carter a disparu a commencé comme tous les autres matins dans la maison des Whitmore sur Tradd Street. Elle se leva avant l'aube, ses pieds nus silencieux sur les planchers de pin de la chambre mansardée qu'elle partageait avec 3 autres femmes esclaves. L'air était déjà imprégné de la lourdeur de la chaleur d'août, promettant une autre journée où respirer ressemblerait à une noyade sur la terre ferme. Dinah se déplaçait dans l'obscurité avec une aisance acquise, trouvant sa simple robe grise là où elle l'avait suspendue la nuit précédente, lissant les plis avec ses paumes car il n'y avait pas de temps et certainement pas de fer à repasser disponible pour quelqu'un de sa condition. Elle avait 32 ans cet été-là, bien qu'elle paraisse à la fois plus âgée et plus jeune selon la lumière. Son visage portait le genre de beauté qui persistait malgré l'épuisement, des pommettes hautes et des yeux qui semblaient contenir des conversations entières sans jamais prononcer un mot. Ses mains racontaient une histoire différente, rendue rugueuse par des années de savon de lessive et d'eau bouillante, à frotter le linge fin de la famille Whitmore jusqu'à ce que ses jointures craquent et saignent. Elle les enveloppait de bandes de tissu la nuit, une petite pitié qu'elle s'accordait lorsque le travail de la journée était enfin terminé. Les Whitmore possédaient une maison de ville modeste selon les normes de Charleston, rien de comparable aux grandes demeures qui bordaient la batterie avec leur piazza et leur jardin s'étendant vers le port. Malcolm Whitmore avait fait fortune dans le riz, bien que récemment cette fortune ait commencé à montrer des signes de tension. Sa femme, Constance, passait ses journées à maintenir l'apparence d'une richesse qu'il pouvait à peine se permettre, organisant des thés avec de la porcelaine qu'il ne pouvait remplacer et portant des robes qui avaient été retournées et refaites 3 fois. Il possédait cet esclave, et Dinah était avec eux depuis ses 19 ans, acheté lors d'une vente de succession après que son précédent propriétaire soit mort sans testament et que ses créanciers se soient manifestés. Les souvenirs de Dinah de l'époque avant les Whitmore s'étaient estompés comme de vieilles aquarelles laissées trop longtemps au soleil. Elle était née dans une plantation à 30 miles à l'intérieur des terres, fille d'une femme dont elle se souvenait à peine du nom et d'un père qui aurait pu être le contremaître ou l'un des ouvriers agricoles. Personne ne lui avait jamais dit lequel. Et au moment où elle fut assez âgée pour demander, sa mère était déjà partie, vendue quand Dinah avait 7 ans. Elle se souvenait plus des mains de sa mère que de son visage. De longs doigts qui pouvaient tresser les cheveux en motifs complexes et cueillir le coton plus vite que n'importe quels 3 hommes réunis. Ce matin d'août, Dinah descendit les escaliers étroits menant à la cuisine où elle trouva la cuisinière, une femme plus âgée nommée Bessie, déjà en train d'attiser le feu dans l'immense foyer. Bessie était avec les Whitmore depuis plus longtemps que quiconque, ses cheveux maintenant complètement blancs sous le foulard délavé qu'elle portait. Elle jeta un regard entendu à Dinah, des yeux qui en avaient trop vu et trop peu dit au fil des décennies. « Une tempête approche », dit Bessie sans préambule, sa voix rauque après des années à respirer de la fumée de bois. « Je le sens dans mes os. » Une grosse en plus, le genre qui change les choses. Dinah hocha la tête, se déplaçant pour rassembler les plateaux du petit-déjeuner qu'elle montrait à la famille. Les Whitmore se levaient tard comme il convenait à leur rang, mais ils attendaient leur repas promptement à 8 heures, et Constance Whitmore avait la langue bien pendue pour quiconque la faisait attendre. Dinah avait appris depuis longtemps que le silence et l'efficacité étaient les meilleures défenses contre cette langue. Elle se déplaçait donc avec une détermination silencieuse, disposant la vaisselle précisément comme le préférait maîtresse Whitmore. « Tu as été bien silencieuse ces derniers temps, » continua Bessie, pétrissant la pâte pour le pain du jour avec des mouvements forts et réguliers. « Plus silencieuse que d'habitude, je veux dire. »
Quelque chose te tracasse. Mon enfant? Dina s'arrêta, ses mains planant au-dessus d'un plateau en argent qui coûtait probablement plus que ce que sa viande y avalait pour les Whitmore. Quelque chose la tracassait. La tracassait depuis des semaines. Mais le mettre en mots semblait dangereux. Les mots avaient du pouvoir, lui avait dit sa mère une fois. Et certains mots, une fois prononcés, ne pouvaient jamais être repris. Juste fatigué, dit finalement Dina, ce qui était assez vrai, même si ce n'était pas toute la vérité. Elle était fatiguée. Fatiguée jusqu'à la moelle, d'une manière que le sommeil ne semblait jamais guérir. Fatiguée de se réveiller dans le noir et de travailler jusqu'à ce que la nuit tombe à nouveau. Fatiguée d'être possédée, que chaque moment de son existence soit déterminé par les désirs et les exigences de quelqu'un d'autre. Mais plus que cela, elle était agitée, remplie d'une étrange énergie qui lui donnait l'impression que sa peau était trop tendue, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle essayait de se libérer. Bessie l'étudia à long moment, ses mains ne s'arrêtant jamais dans leur travail. « Fais attention, dit-elle doucement. J'ai déjà vu ce regard chez des gens sur le point de faire une bêtise. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour les bêtises. Dina, tu me comprends? » Dina hocha de nouveau la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre de comprendre. Pas ce que Bessie comprenne ce qui se passait en elle, car Dina elle-même ne le comprenait pas entièrement. Elle savait seulement que dernièrement, chaque fois qu'elle regardait les portes verrouillées et les fenêtres à barreaux de la maison Whitmore, elle ressentait quelque chose de proche de la rage, chaude et brillante et terrifiante dans son intensité. Elle monta les plateaux du petit-déjeuner à l'étage, ses mouvements automatiques après tant d'années de la même routine. La chambre des Whitmore était au 2e étage, donnant sur la rue, et Dina frappa doucement avant d'entrer. Constance Whitmore était déjà réveillée, assise à sa coiffeuse en chemise de nuit de dentelle, étudiant son reflet avec les critiques d'une femme menant une bataille perdue contre le temps. « Tu es en retard », dit Constance sans se retourner, bien que Dina sache qu'elle n'était pas en retard du tout. L'horloge sur la cheminée indiquait précisément 8 heures. « Non, madame, » dit doucement Dina, posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « Pile à l'heure ?» Constance se tourna alors, ses lèvres pincées en une fine ligne. Elle avait 45 ans et était belle de la manière que l'entretien coûteux pouvait accomplir. Sa peau pâle et sans rides, ses cheveux encore sombres grâce à des applications régulières de teinture que Dina préparait elle-même. Mais ses yeux étaient durs, du genre de dureté qui venait d'années d'attente déçues et de circonstances diminuées. « Ne me contredis pas, » dit sèchement Constance. « J'ai dit que tu es en retard, donc tu es en retard. Comprends-tu » Dina baissa les yeux, ravalant les mots qui voulaient jaillir. « Oui, madame. Pardon, madame. » Et ce thé est froid. Rapporte-le et apporte-moi du frais. Chaud, cette fois? Le thé n'était pas froid, Dina le savait, car elle l'avait versé elle-même moins de 2 minutes auparavant. Mais elle attrapa la théière sans discuter. C'était ainsi que Constance Whitmore exerçait son pouvoir, par ces petites cruautés mesquines qui rappelaient à Dina sa place. Certains jours, Dina pouvait le supporter avec équanimité, laisser les mots glisser sur elle comme de l'eau sur une toile cirée. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle se rebellait, bien qu'elle gardât son visage soigneusement impassible. En quittant la pièce, elle entendit Malcolm Whitmore s'agiter dans la chambre voisine, sa toux matinale résonnant à travers les murs. C'était un homme plus doux que sa femme, enclin à des moments de ce qu'il considérait probablement comme de la gentillesse, bien que sa gentillesse ne s'étendît jamais à la liberté réelle ou au traitement équitable des personnes qu'il possédait. Il leur donnait des cadeaux de Noël, des rations supplémentaires les jours de fête, et leur parlait sur un ton jovial qui suggérait qu'il croyait qu'ils formaient tous une grande famille heureuse. Dina trouvait sa fausse génialité plus offensante que la cruauté ouverte de sa femme. Au moins, Constance était honnête sur ce qu'elle était. Vers midi, la tempête que Bessie avait prédite commença à s'amonceler à l'horizon. Dina pouvait la voir depuis les fenêtres de l'étage, alors qu'elle changeait les draps dans les chambres d'amis. Des nuages sombres arrivant de l'Atlantique comme une armée d'invasion. L'air devint plus lourd, pesant sur la ville avec un poids presque physique.
Et les bruits habituels de Charleston, le cliquetis des sabots des chevaux sur les pavés, les appels des vendeurs de rue, le son lointain des cloches d'église semblaient assourdis et lointains. Elle travailla tout l'après-midi, lavant le linge dans la cour, la chaleur faisant coller sa robe à son dos de sueur. La cour des Whitmore était petite mais bien entretenue, avec une fontaine qui ne fonctionnait plus et des parterres de roses que Dinah entretenait quand elle avait le temps de ses autres tâches. Un grand magnolia offrait un peu d'ombre, ses feuilles cireuses bruissant dans le vent qui se levait, et sous lui se trouvait un petit hangar où étaient rangés les outils de jardinage. Alors qu'elle essorait un jupon blanc, pressant l'excès d'eau jusqu'à ce que ses avant-bras lui fassent mal, Dinah prit conscience que quelqu'un l'observait. Elle leva les yeux et vit un homme debout à la grille de la cour, son visage partiellement masqué par les barreaux de fer. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec une peau de la couleur de l'acajou poli et des yeux qui semblaient voir à travers elle. « Vous êtes Dinah Carter » demanda-t-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du vent. Dinah se redressa, la prudence ralentissant ses mouvements. Les étrangers ne s'adressaient généralement pas aux esclaves par leur nom, sauf s'ils apportaient des ennuis. « Qui demande ?»« Je m'appelle Marcus. Marcus Webb. J'ai un message pour vous de la part de quelqu'un qui dit avoir connu votre mère. » Le cœur de Dinah se mit à battre si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. Sa mère était morte depuis des années, vendue, puis, selon les rumeurs qui étaient revenues, morte de travail dans les rizières d'une plantation près de Georgetown. Mais la possibilité que quelqu'un l'ait connue, se soit souvenu d'elle, fit trembler les mains de Dinah alors qu'elle abandonnait la lessive et se rapprochait de la grille. « Quel message ?» demanda-t-elle, gardant sa voix basse. Si les Whitmore la trouvaient en train de parler à un homme étrange, il y aurait des conséquences. Marcus jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vérifiant la rue derrière lui, puis se pencha plus près des barreaux. « Votre mère avait une sœur. Le saviez-vous? Une sœur nommée Ruth qui a acheté sa propre liberté il y a 15 ans et qui vit à Philadelphie depuis. Elle vous cherchait. Dinah, elle vous cherche depuis longtemps. Elle m'a envoyé ici pour vous trouver et vous dire qu'il y a un moyen de sortir si vous le voulez. Un chemin vers le nord. » Les mots semblaient suspendus dans l'air humide entre eux. Si impossible que Dinah faillit rire. Un chemin vers le nord, la liberté. C'était le genre de rêve qui faisait tuer les gens. Le genre d'espoir qui menait au poteau de flagellation, aux patrouilles d'esclaves et aux chiens de sang hurlant dans la nuit. Et pourtant, les entendre prononcer à voix haute fit craquer quelque chose dans la poitrine de Dinah. Une porte qu'elle avait scellée il y a des années parce que la garder fermée était le seul moyen de survivre. Comment réussit-elle à demander, bien que sa bouche soit devenue sèche? Comment pourrais-je même atteindre les limites de la ville sans papier? Il y a des gens qui aident, dit Marcus. Un réseau, si vous voulez. Des gens qui croient qu'aucun être humain ne devrait en posséder un autre. Ils ont des maisons sûres, des routes vers le nord, des contacts dans chaque ville entre ici et la frontière de la Pennsylvanie. Votre tante Ruth, elle a des ressources maintenant. Elle a épousé un médecin, un homme noir libre avec de l'argent et des relations. Elle est prête à payer pour votre passage, à vous installer à Philadelphie une fois que vous y serez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui et d'être prête le moment venu. Dinah le fixa, son esprit tourbillonnant. Cela ne pouvait pas être réel. Des choses comme ça n'arrivaient pas à des gens comme elle. Et pourtant, Marcus se tenait là, solide et réel, attendant sa réponse avec des yeux patients qui suggéraient qu'il avait déjà fait cela auparavant, qu'il avait offert ce même espoir impossible à d'autres dans sa situation. « Quand » murmura-t-elle. « Bientôt. Peut-être ce soir, peut-être demain soir. Ça dépend du temps et des patrouilles. Quelqu'un viendra pour vous, vous fera signe quand ce sera sûr. Vous n'aurez besoin de rien apporter. Portez vos vêtements les plus simples et soyez prête à marcher. » Et Dinah, il fit une pause, son expression grave. « Une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Si vous vous faites prendre, ils vous vendront dans le sud, quelque part si loin que vous ne reverrez plus jamais Charleston. Au pire, vous comprenez ce que vous risquez? »
Dina hocha lentement la tête. Elle comprenait. Elle comprenait qu'elle risquait tout. Sa vie, le peu de sécurité qu'elle avait, les coins familiers d'un monde qu'elle connaissait, même si elle le détestait. Mais elle comprenait aussi qu'elle avait 32 ans et n'avait jamais fait un seul choix concernant sa propre existence. N'avait jamais marché dans une rue simplement parce qu'elle voulait voir où elle menait. N'avait jamais gardé l'argent que ses mains avaient gagné ou décidé à quelle heure elle se réveillerait, dormirait ou mangerait. Elle avait été possédée depuis sa naissance, et la pensée de mourir ainsi, de ne jamais savoir ce que signifiait s'appartenir, était soudainement plus terrifiante que n'importe quelle punition que les Whitmore pourraient imaginer. « Je comprends, » dit-elle. « Je serai prête. » Marcus hocha la tête et se tourna pour partir, mais Dina le rappela. « Attendez, vous avez dit que quelqu'un qui connaissait ma mère vous avait envoyé. Qui était-ce? Que vous ont-ils dit à son sujet ?» L'expression de Marcus s'adoucit. « Une femme nommée Grace travaillait dans la même plantation que votre mère. Elle est à Philadelphie maintenant aussi. Elle est partie il y a environ 10 ans. Elle m'a dit de vous dire que les derniers mots de votre mère vous concernaient. Elle a dit, « Dites à ma Dina d'être libre. Dites-lui de s'envoler loin et de ne jamais regarder en arrière. » Grace a dit que votre mère lui avait fait promettre de vous trouver si jamais elle le pouvait, pour vous le dire. Des larmes brûlaient les yeux de Dina, mais elle les repoussa farouchement. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer. Pas maintenant. Pas avec les fenêtres des Whitmore donnant sur la cour et les yeux perçants de Constance Whitmore, qui ne manquait rien. « Merci » réussit-elle à dire. « Merci de me l'avoir dit. » Marcus éclipsa alors, disparaissant dans la foule de l'après-midi, et Dina retourna à sa lessive avec des mains qui tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir le tissu humide. « Astérisque soit libre, envole-toi loin, astérisque. » Les mots de sa mère, portés à travers les années et les kilomètres par la gentillesse d'un étranger, résonnaient dans sa tête comme une prière, un commandement, ou les deux. La tempête éclata juste après le souper, alors que les Whitmore s'étaient retirés au salon et que Dina débarrassait la table de la salle à manger. Les premières gouttes râpèrent les fenêtres comme des cailloux lancés, et en quelques minutes, la pluie tombait à verse, transformant les rues en rivières et les cours en lacs. Le tonnerre gronda sur la ville, secouant la vieille maison jusqu'à ses fondations, et les éclairs illuminaient les pièces de flash de lumière blanche et crue. Constance Whitmore sonna pour Dina, sa cloche résonnant dans la maison avec son ton impérieux familier. Dina monta les escaliers, son cœur battant toujours la chamade après la visite de Marcus, après le choix impossible qui s'offrait maintenant à elle. Elle trouva Constance dans le salon, sa broderie oubliée sur ses genoux, regardant la tempête avec une expression de dégoût. « J'ai besoin que tu ailles chez Madame Ashford, » dit Constance sans préambule. « J'y ai laissé mon bel éventail cet après-midi en passant la voir, et j'en aurai besoin pour le thé de demain. Va le chercher maintenant. » Dina fixa sa maîtresse, certaine d'avoir mal entendu. « Maintenant, madame, dans cette tempête, me remets-tu en question ?» La voix de Constance devint froide et tranchante. « J'ai dit maintenant. Madame Ashford habite à 3 rues d'ici. Tu peux y être et revenir en 20 minutes si tu te dépêches. Prends le parapluie du porte-parapluie dans le hall. » C'était encore de la cruauté mesquine, inutile et méchante. Envoyer Dina dehors par un temps dangereux simplement parce que Constance le pouvait. Parce qu'affirmer son pouvoir sur quelqu'un d'autre la faisait se sentir mieux face à sa propre situation déclinante. Dina voulait refuser, dire non pour la première fois de sa vie. Mais elle pensa aux mots de Marcus, « Sois prête ?» et elle réalisa que c'était peut-être l'occasion qui lui avait été promise. La tempête garderait les gens à l'intérieur, rendrait les rues plus difficiles à naviguer pour les patrouilles, fournirait une couverture à quelqu'un essayant de s'éclipser sans être vu. « Oui, madame, » dit doucement Dina. « Tout de suite. » Elle descendit dans le hall d'entrée où un vieux parapluie noir se trouvait dans le porte-parapluie près de la porte. C'était un parapluie d'homme, grand et solide, avec une poignée en bois usée par des années d'utilisation. Dina l'avait déjà porté lors de courses pour les Whitmore, le tenant au-dessus de la tête de Constance tout en se faisant tremper elle-même. Maintenant,
Elle l'ouvrit en sortant dans la tempête, sentant la pluie assaillir immédiatement le tissu tendu au-dessus de sa tête. Les rues de Charleston étaient presque vides, les gens censés s'étant abrités de l'averse. L'eau se précipitait le long des pavés en rapides cours d'eau, transportant débris et détritus vers le port. Les chaussures de Dinah furent trompées en quelques secondes, sa robe collant à ses jambes. Mais elle continua à marcher, le parapluie tenu haut, son esprit tourbillonnant de possibilités. La maison de Madame Ashford se trouvait sur Church Street, un étroit bâtiment de 3 étages aux volets peints en vert foncé. Dinah y était allée de nombreuses fois auparavant, portant des messages ou rapportant des objets empruntés, jouant le rôle de la servante invisible que la société blanche de Charleston préférait que ses esclaves soient. Mais ce soir, en approchant de la maison, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Debout dans l'ombre d'une porte en face de la maison de Madame Ashford se trouvait Marcus Webb, l'eau ruisselant de son chapeau, ses yeux fixés sur elle avec une concentration intense. Il fit un petit signe de tête, à peine une inclinaison, et Dinah comprit. C'était le moment, c'était l'instant. Si elle entrait dans la maison de Madame Ashford et récupérait l'éventail, elle retournerait chez les Whitmore, et sa vie continuerait sans changement, une succession sans fin de jours identiques à tous ceux qui les avaient précédés. Mais si elle passait devant cette porte, si elle suivait Marcus dans la tempête et l'obscurité au-delà, tout changerait. Les mots de sa mère lui revinrent. « Sois libre, envole-toi loin ». Et Dinah réalisa qu'elle avait déjà fait son choix, l'avait peut-être fait au moment même où Marcus lui avait parlé pour la première fois dans la cour. Elle passa devant la maison de Madame Ashford sans ralentir, la tête baissée contre la pluie. Suivant Marcus alors qu'il sortait de l'embrasure de la porte et la conduisait à travers un labyrinthe de ruelles et de rues dérobées qu'elle n'avait jamais connues. Ils se déplaçaient rapidement et en silence, Marcus connaissant clairement l'itinéraire. Ils passèrent derrière des entrepôts et à travers les cours de maisons dont les occupants ne regardaient jamais par leurs fenêtres pour voir 2 silhouettes noires se déplaçant dans la tempête. La pluie était leur allié, masquant leurs pas et gardant les témoins potentiels à l'intérieur. Le cœur de Dinah battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait sortir de sa poitrine, la peur et l'exaltation se mélangeant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les distinguer. Après ce qui semblait être des heures, mais qui n'était probablement que 15 minutes, Marcus la conduisit à une petite maison près des limites de la ville, là où les quartiers riches laissaient place aux zones où les gens de couleur libre et les blancs pauvres vivaient en étroite proximité. Il frappa 3 fois, fit une pause, puis frappa 2 fois de plus, et la porte s'ouvrit immédiatement. Une femme blanche plus âgée se tenait sur le seuil, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère, son visage marqué par des années de ce qui ressemblait à la fois à des difficultés et à de la détermination. Elle observa l'apparence de Dinah, la robe trompée et le parapluie noir, et recula sans un mot. « Entre, mon enfant, » dit la femme, son accent la marquant comme une quéqueresse. « Tu es en sécurité ici pour le moment. » Dinah entra en trébuchant, réalisant soudain qu'elle tenait toujours le parapluie des Whitmore. Il semblait absurde qu'elle les transportât jusqu'ici, mais elle ne pouvait pas tout à fait se résoudre à le lâcher, comme si le laisser tomber rendrait cela réel d'une manière qu'elle n'était pas encore prête à accepter. La maison était petite et meublée simplement, mais chaude et sèche. La femme, qui se présenta comme Margaret Foster, apporta des serviettes et une robe sèche qui sentait la lavande et le savon. Marcus avait déjà disparu dans une autre pièce, et Dinah se retrouva seule avec Margaret, qui se déplaçait avec l'efficacité calme de quelqu'un habitué aux crises. « Tu dois te changer de ce vêtement mouillé, » dit Margaret en lui tendant le paquet. « Ensuite, tu mangeras quelque chose et tu te reposeras. À l'aube, des amis viendront te conduire à la prochaine maison sûre, et de là, tu commenceras ton voyage vers le nord. » Juste comme ça, s'entendit demander Dinah, sa voix sonnant étrange et lointaine. « Ça se passe vraiment ?» L'expression de Margaret s'adoucit, et elle tendit la main pour toucher la joue de Dinah avec des doigts doux. « Ça se passe vraiment, mon enfant. Tu fais les premiers pas vers la liberté. Ce ne sera pas facile. La route à venir est longue et dangereuse, et il y a ceux qui te traqueront à chaque pas. Mais il y a aussi ceux qui aideront, qui croient, comme moi, qu'aucune personne ne devrait être une propriété. Tu dois être courageuse maintenant. Peux-tu le faire ?
Dina hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre de se sentir courageuse du tout. Terrifiée semblait plus juste. Elle se changea pour les vêtements secs, la robe flottant sur sa silhouette mince, et s'assit à la table de la cuisine de Margaret pendant que la femme plus âgée faisait chauffer de la soupe sur le poêle. Par la fenêtre, Dina pouvait voir la tempête continuer sans relâche, la pluie tambourinant contre la vitre avec une intensité implacable. Ce n'est qu'à ce moment-là, assise dans la cuisine de cette étrangère à manger une soupe que personne ne lui avait ordonné de préparer, que le poids total de ce qu'elle avait fait commença à s'installer en elle. Elle était partie. Elle s'était éloignée de la seule vie qu'elle ait jamais connue, des gens qui la possédaient, des routines qui avaient défini son existence. Les Whitmore auraient découvert son absence à présent. Constance serait furieuse. Malcolm calculerait la perte financière de son évasion, et ils auraient déjà prévenu les autorités. Demain, il y aurait des avis dans les journaux, des récompenses offertes pour sa capture et son retour. Qu'arrivera-t-il d'eux? Demanda doucement Dina. Les Whitmore, je veux dire, quand ils ne me trouveront pas. Margaret versa plus de soupe dans le bol de Dina. Tu ne dois pas te préoccuper de tes anciens ravisseurs, mon enfant. Ils survivront à la perte de ton travail, comme ils ont survécu à tous les autres inconvénients de leur vie privilégiée. Tu ne dois penser qu'à ta propre survie maintenant. Mais Dina découvrit qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à la maison de Trall Street, à Bessie dans la cuisine qui l'avait mise en garde contre la folie, au rôle dans la cour qui aurait besoin d'être entretenu, à tous les petits détails de la vie qui continueraient sans elle. Une partie d'elle ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était vraiment partie, qu'elle avait échangé la terrible sécurité de l'esclavage contre la promesse incertaine de la liberté. Elle a dû s'assoupir sur la chaise car la chose suivante dont elle se souvint, c'est Marcus la secouant doucement pour la réveiller. La tempête était passée et la pâle lumière de l'aube filtrait par les fenêtres. Dehors, elle pouvait entendre la ville commencer à s'agiter. Les sons familiers de Charleston s'éveillant à un nouveau jour. « Il est temps de partir » dit doucement Marcus. « Il y a un chariot qui attend. Tu te cacheras sous le faux plancher avec des provisions pour le voyage. Le conducteur t'emmènera dans une ferme à environ 20 miles au nord où tu te reposeras pendant la journée et continueras demain soir. De là, c'est une série de maisons sûres, chacune te rapprochant de la frontière de la Pennsylvanie. » Dina se leva sur des jambes tremblantes, son corps endolori par la tension de la nuit précédente. Margaret lui mit un paquet dans les mains, de la nourriture enveloppée dans un tissu et une petite bourse en cuir qui cliqueta de pièces. « De ta tante, » expliqua Margaret. « Elle a envoyé des fonds pour aider à ton passage. Il y a aussi une lettre à l'intérieur, des mots qu'elle voulait que tu aies. » Dina serra le paquet contre sa poitrine, l'émotion menaçant de la submerger. Elle avait une tante. Elle avait une famille qui l'avait cherchée, qui se souciait assez pour risquer des ressources et des relations pour l'amener au nord. C'était presque trop à comprendre. Alors que Marcus la conduisait à la porte, Dina se souvint soudain du parapluie, toujours là où elle l'avait laissé la nuit précédente, appuyé contre le mur à côté de l'entrée. Elle s'arrêta, le fixant, cet objet ordinaire qui était en quelque sorte devenu un symbole de tout ce qu'elle laissait derrière elle. « Laisse-le, » dit Marcus, voyant son hésitation. « Tu ne peux rien emporter qui pourrait t'identifier. Moins tu portes, mieux c'est. » Mais Dina se retrouva à le ramasser quand même, passant ses doigts le long de la poignée en bois lisse. Ce parapluie avait été son bouclier contre la tempête, avait été tenu au-dessus de sa tête 1000 fois par ses propres mains. Il avait protégé Constance Whitmore de la pluie et du soleil, avait été un outil de service et de subjugation. Mais il avait aussi été la chose qu'elle tenait lorsqu'elle entra dans la liberté. « Je sais, » dit-elle doucement. Puis, dans un geste qui semblait à la fois spontané et profondément significatif, elle porta le parapluie dans la cour derrière la maison de Margaret. La pluie avait cessé, mais l'eau dégoulinait encore des gouttières et formait des flaques dans les coins. Dina ouvrit le parapluie et le posa debout sur le sol, coinçant la poignée entre deux pierres pour qu'il tienne tout seul. Le tissu noir s'étalait largement contre le ciel gris du matin. Cela paraissait absurde, un parapluie ouvert dans une cour sans main pour le tenir, sans but à servir.
Mais quelque chose dans cette image semblait juste à Dinah. Semblait être un message qu'elle laissait derrière elle pour quiconque pourrait comprendre. Ici se tenait le symbole du service, abandonné et inutile sans personne à servir. Ici se tenait le marqueur de son absence, la preuve qu'elle avait été là et n'y était plus. « Nous devons y aller », insista Marcus, jetant un regard nerveux vers la rue au-delà de la maison. Dinah jeta un dernier regard au parapluie debout, puis se tourna et suivit Marcus jusqu'au chariot qui attendait. Elle monta à l'arrière où un faux plancher avait été construit avec juste assez d'espace pour qu'une personne puisse s'allonger à plat. Marcus l'aida à entrer et elle se retrouva dans l'obscurité complète lorsque les planches furent remises en place au-dessus d'elle. Elle entendit les bruits de caisses et de barils chargés par-dessus, dissimulant toute preuve que le chariot transportait une cargaison humaine. Le voyage qui suivit fut l'une des choses les plus difficiles que Dinah ait jamais endurées, et elle en avait enduré beaucoup en ses 32 ans. Le chariot cahotait et heurtait les routes défoncées, chaque secousse envoyant de la douleur dans ses membres à l'étroit. Elle ne pouvait pas bouger, pouvait à peine respirer dans l'espace confiné, et devait lutter contre la panique qui menaçait de la submerger. Des heures passèrent dans l'obscurité et l'inconfort, marqués seulement par le bruit des roues et la voix occasionnelle du conducteur parlant à ses chevaux. Lorsque le chariot s'arrêta enfin et que le plancher fut soulevé, Dinah émergea dans une lumière du soleil bruissante, ses jambes presque trop faibles pour la soutenir. Ils étaient dans une ferme. Elle pouvait voir des champs s'étendant jusqu'à l'horizon, et une petite ferme avec de la fumée s'élevant de sa cheminée. Une femme sortit pour les accueillir, blanche comme Margaret Foster, mais plus jeune, avec des yeux gentils et des mains capables qui aidèrent Dinah à entrer dans la maison. Cela devint le modèle de son voyage vers le nord. Des jours passés à se cacher dans des greniers, des caves et des granges, des nuits passées à voyager en chariot ou à pied à travers les forêts et le long des routes secondaires. Elle rencontra des dizaines de personnes qui risquaient tout pour l'aider. Certains blancs, certains noirs, certains libres, certains eux-mêmes esclaves, mais faisant partie de ce réseau secret qui acheminait les gens vers la liberté. Chaque personne apprenait une partie du chemin, la passait comme un colis précieux, et elle apprit à faire confiance rapidement et complètement car elle n'avait pas d'autre choix. Le voyage dura 6 semaines. 6 semaines de peur constante, de quasi-accidents et d'alertes, de chiens aboyant au loin et de torchers vus à travers les arbres. 2 fois, ils rencontrèrent des patrouilles, et Dinah dut se cacher dans une cave à légumes pendant 3 jours d'affilée, subsistant de biscuits de mer et d'eau pendant que des hommes armés fouillaient la propriété au-dessus de sa tête. Elle perdit un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, sa silhouette déjà mince devenant décharnée, ses yeux creusés par l'épuisement et le stress. Mais elle découvrit aussi des réserves de force qu'elle ne soupçonnait pas. Lorsqu'ils durent traverser une rivière à gué la nuit, l'eau froide et rapide, elle n'hésita pas. Lorsqu'ils marchèrent 20 miles sous une pluie battante parce que les patrouilles routières étaient de sortie, elle continua à mettre un pied devant l'autre. Et lorsqu'une jeune fille dans l'une des maisons sur, elle-même fuyant vers le nord avec sa mère, demanda à Dinah si elle avait peur, Dinah se surprit à répondre non avec une conviction surprenante. « Je n'ai pas peur », dit-elle à la fille, qui s'appelait Flora, et dont les yeux sombres étaient trop vieux pour ses 7 ans. « Je suis vivante. Peut-être pour la première fois, je suis vraiment vivante, et ça vaut la peine d'avoir peur. » La dernière étape du voyage les mena à travers la frontière de la Pennsylvanie par une nuit sans lune fin septembre. Dinah ne réalisa pas tout de suite qu'ils avaient traversé. Il n'y avait pas de marqueur, pas de changement radical dans le paysage. Mais l'homme qui les guidait, un fermier taciturne nommé William, qui avait perdu un fils de la tuberculose et consacré ses dernières années à aider les gens à échapper à l'esclavage, arrêta le chariot et se tourna vers elle avec le premier sourire qu'elle ait vu sur son visage buriné. « Bienvenue à la liberté », dit-il simplement. « Vous êtes en Pennsylvanie maintenant. Personne ne peut vous posséder ici. » Dinah descendit du chariot sur des jambes tremblantes et se tint sur un sol libre pour la première fois de sa vie. L'air de la nuit était frais, l'automne s'affirmant déjà si loin au nord, et elle pouvait voir son souffle en petits nuages. Elle étendit les bras et pencha la tête en arrière, regardant les étoiles qui semblaient plus brillantes ici qu'elles ne l'avaient jamais été à Charleston,
bien qu'elle sût que c'était probablement juste son imagination, son cœur faisant correspondre le monde à sa joie. Philadelphie était encore à 2 jours de route, et William Lygrec conduisit lui-même, n'ayant plus besoin de la cacher sous de faux planchers. Elle s'assit à côté de lui sur le siège du chariot, regardant la campagne défiler, s'émerveillant des petites libertés qu'elle n'avait jamais connues auparavant. La liberté de s'asseoir au soleil, la liberté de manger quand elle avait faim, la liberté de parler sans qu'on lui ait d'abord adressé la parole. Sa tante Ruth l'attendait à leur arrivée, debout sur le porche d'une étroite maison en briques dans un quartier où les familles noires possédaient leur propre maison et exploitaient leurs propres entreprises. Dinah serait passée à côté d'elle dans la rue, cette femme bien habillée avec des fils gris dans ses cheveux sombres. Mais Ruth la reconnut immédiatement, se précipitant vers elle, des larmes coulant sur son visage. « Tu lui ressembles tellement, » dit Ruth, prenant le visage de Dinah dans ses mains. « Exactement comme ma sœur. Oh, mon enfant, nous pensions t'avoir perdu pour toujours. » Cette nuit-là, assise dans la cuisine chaleureuse de Ruth avec sa tante et le mari de sa tante, un homme sérieux nommé Dr. Harold Winters, qui avait bâti un cabinet médical prospère, Dinah en apprit davantage sur la mère qu'elle avait à peine connue. Ruth lui raconta des histoires d'une femme qui avait été féroce, drôle et courageuse, qui avait appris à lire bien que ce soit illégal, qui avait rêvé de liberté même lorsque cela semblait impossible. « Elle n'a jamais cessé de te chercher, » dit Ruth, tendant la main par-dessus la table pour prendre celle de Dinah. Même quand ils l'ont vendue à cette plantation à Georgetown, même quand elle était mourante, elle a fait promettre à Grace de continuer à chercher. Elle a dit que tu avais son esprit, a dit que tu trouverais un moyen d'être libre si quelqu'un te montrait juste le chemin. Dinah pensa au parapluie debout et ouvert dans la cour de Margaret Foster, se demandant s'il était toujours là ou si quelqu'un l'avait replié et rongé. Elle aimait imaginer qu'il était toujours debout, un monument particulier au moment où elle s'était choisie plutôt que la sécurité, la liberté plutôt que la sûreté. Elle s'installa lentement dans la vie à Philadelphie, apprenant à naviguer dans un monde où elle pouvait marcher dans n'importe quelle rue de son choix, gagner un salaire pour son travail, dire non sans crainte de punition. Ce n'était pas facile. La liberté, découvrit-elle, comportait ses propres défis. Il y avait encore des endroits où elle ne pouvait pas aller, des choses qu'elle ne pouvait pas faire, des préjugés et des restrictions qui lui rappelaient que même si elle était légalement libre, la société dans laquelle elle vivait était loin d'être juste. Mais il y avait aussi des moments de joie pure et simple. La première fois qu'elle dépensa de l'argent qu'elle avait gagné elle-même, achetant une longueur de tissu bleu simplement parce qu'elle aimait la couleur. La première fois qu'elle déclina une invitation parce qu'elle n'avait pas envie d'y aller, pas parce qu'elle n'en avait pas le droit. La première fois qu'elle se réveilla un dimanche matin et décida de rester au lit 1 heure de plus simplement parce qu'elle le pouvait. Elle trouva du travail comme couturière, ses années à raccommoder les beaux vêtements des Whitmore se traduisant par des compétences précieuses dans le commerce florissant du vêtement à Philadelphie. Elle loua une petite chambre au-dessus d'une boulangerie où l'odeur du pain frais montait à travers le plancher chaque matin. Elle se fit des amis, d'autres personnes anciennement esclaves qui comprenaient ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait laissé derrière elle, ce qu'il en coûtait de s'éloigner de tout ce qui était familier à la poursuite de quelque chose de mieux. Et parfois, les jours de pluie, lorsque l'eau coulait le long des fenêtres et que le tonnerre grondait sur la ville, Dinah se tenait à sa fenêtre et pensait à Charleston, à un parapluie noir ouvert dans une cour, à une femme qu'elle avait été, assez courageuse pour entrer dans une tempête et ne jamais regarder en arrière. Les nouvelles du Sud filtraient lentement, portées par le réseau de conducteurs et de chefs de gare qui continuaient à aider les gens à fuir l'esclavage. Grâce à eux, Dinah apprit que les Whitmore avaient en effet offert une récompense pour son retour, une somme assez substantielle qui témoignait soit de la fierté de Malcolm Whitmore, soit de son désespoir financier réel de perdre son travail. Mais comme les semaines se transformèrent en mois et que personne ne se manifesta avec des informations sur sa localisation, la récompense fut retirée. Elle apprit que Bessie avait été longuement interrogée sur la disparition de Dinah, mais la vieille femme avait prétendu une ignorance totale, affirmant que Dinah ne lui avait jamais confié de projet d'évasion. Que ce soit vrai ou que Bessie ait soupçonné quelque chose et choisi de protéger Dinah par le silence, Dinah ne le saurait jamais.
Elle espérait que c'était le second cas, espérait que Bessie comprenait et lui pardonnait d'être partie sans un mot. Et elle apprit, grâce à une coupure de journal que quelqu'un apporta du Sud, l'étrange affaire du parapluie debout. Le journal rapportait, sur le ton amusé que les journalistes blancs utilisaient pour parler de tout ce qui concernait les Noirs, qu'un parapluie avait été trouvé ouvert dans la cour d'un foyer Quaker connu et que, malgré des tentatives répétées de l'enlever, le parapluie continuait de réapparaître au même endroit, debout de lui-même. L'article suggérait diverses explications naturelles, courant d'air, une particularité du sol, mais notait aussi avec un scepticisme évident les affirmations de plusieurs voisins selon lesquelles le parapluie s'ouvrait de lui-même chaque fois qu'il pleuvait, qu'il avait vu se refermer au soleil et s'ouvrir brusquement lorsque les nuages s'amassaient. Certains disaient que c'était le fantôme d'une esclave en fuite, d'autres que c'était un message du chemin de fer clandestin, un signal que la maison restait un refuge pour ceux qui fuyaient vers le nord. Dinah rit en entendant cela, rit jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage. L'idée que son simple geste, poser un parapluie dans une cour avant de fuir vers la liberté, ait pris des proportions aussi mythiques lui semblait absurde et belle à la fois. Laissez-les en faire des histoires. Laissez-les s'interroger et spéculer. Elle connaissait la vérité, que ce n'était qu'un parapluie, rendu spécial uniquement par le moment où elle avait choisi de le laisser derrière elle. Au fil des ans, Dinah se construisit à Philadelphie une vie qui lui appartenait entièrement. Le premier hiver en ville fut le plus difficile, non pas à cause du froid, bien que les hivers du Nord morent plus profondément que tout ce qu'elle avait connu à Charleston, mais parce que la liberté s'avéra plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé pendant ses longues nuits de rêve dans le grenier de Whitmore. La liberté signifiait faire des choix, des dizaines chaque jour, et Dinah se retrouvait parfois paralysée par le simple poids des possibilités. Quelle robe porteur quand personne n'était là pour lui dire, quelle nourriture acheter au marché quand elle pouvait choisir tout ce que son maigre salaire lui permettait, ou se promener un dimanche après-midi quand toutes les rues lui étaient ouvertes. Ruth et le docteur Winter furent patients avec son adaptation, comprenant d'une manière que seules les personnes ayant vécu des transitions similaires pouvaient comprendre. Ruth trouvait parfois Dinah debout au milieu de la cuisine, figée d'indécision sur quelque chose d'aussi simple que de faire du café ou du thé, et elle guidait doucement sa nièce dans le processus de faire confiance à ses propres préférences, à ses propres désirs. « Tu as passé 32 ans à apprendre à ne rien vouloir », lui dit Ruth un soir alors qu'elle raccommodait des vêtements à la lumière d'une lampe. « Maintenant, tu dois réapprendre à vouloir, à savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ça prend du temps, ma chérie. Sois patiente avec toi-même. » Dinah trouva du travail un mois après son arrivée, embauchée par une couturière nommée Madame Abigail Shen, une immigrante chinoise qui avait connu ses propres difficultés pour établir son entreprise dans une ville qui n'accueillait pas toujours les étrangers. Madame Shen reconnaissait le talent quand elle le voyait, et les années de couture de Dinah pour les Whitmore lui avaient donné un œil pour le détail et une main avec une aiguille qui impressionnèrent même l'exigeante couturière. Le travail était dur, mais il était à elle. Chaque point qu'elle faisait lui rapportait de l'argent qui lui appartenait, qui ne pouvait être enlevé ou donné à quelqu'un d'autre. La première fois que Madame Shen lui pressa des pièces dans la paume à la fin de la semaine, Dinah resta sur le coin de la rue et pleura, non de tristesse, mais de la réalité écrasante que c'était sa vie maintenant, qu'elle pouvait travailler, être payée et utiliser cet argent comme elle le voulait. Elle loua une minuscule chambre au-dessus d'une boulangerie tenue par un couple d'Allemands qui ne posèrent aucune question sur son passé. La chambre avait une seule fenêtre donnant sur une ruelle, un lit étroit, une table de toilette et une petite table avec une chaise. C'était le plus bel endroit où Dinah ait jamais vécu. Elle acheta une courte pointe d'occasion au marché, des carrés bleus et blancs cousus par des mains qu'elle ne connaîtrait jamais. Et chaque nuit, en la tirant sur elle, elle s'émerveillait du simple fait que cette courte pointe était la sienne, que tout dans cette pièce lui appartenait et à personne d'autre. Elle rencontra James Porter lors d'une soirée paroissiale au printemps 1837. Ruth Lee Gregg avait entraîné, insistant sur le fait que Dinah devait rencontrer des gens au-delà de son petit cercle familial et de ses collègues. L'église était un modeste bâtiment en bois au cœur du quartier noir. Et ce soir-là, elle était remplie de gens qui riaient et parlaient.
partageant nourriture et histoire d'une manière qui rappelait douloureusement à Dinah les rares moments de joie qu'elle avait connus à Charleston. Ces heures volées où les esclaves se rassemblaient et créaient une communauté dans les espaces entre leur travail. James se tenait près de la table des rafraîchissements, grand et mince, avec des cheveux gris parsemant ses cheveux sombres, bien qu'il ne puisse avoir plus de 40 ans. Il avait des yeux gentils et des mains fortes, et quand il souriait à quelque chose que son ami disait, le sourire transformait tout son visage, le faisant passer de sérieux à presque enfantin. Dinah se surprit à le regarder sans le vouloir, et quand il a surpris à le regarder, au lieu de se détourner embarrassée, elle soutint son regard. Il s'approcha d'elle avec une confiance aisée, lui offrant un verre de punch et se présentant. Sa voix était profonde et mesurée, avec un léger accent qu'elle ne pouvait pas tout à fait placer. Elle apprit plus tard qu'il était né en Virginie, mais avait été libéré à la mort de son propriétaire qui avait stipulé l'affranchissement dans son testament, une rare bonté que James ne tenait jamais pour acquise. « Je vous ai vu à la boutique de Madame Chen », dit James, sa grammaire glissant dans les tournures familières de leur communauté partagée. « C'est vous qui avez fait cette robe verte pour la fille du maire, n'est-ce pas? Je l'ai vu la porter quand j'ai conduit son père à une réunion la semaine dernière. Beau travail? C'était. » Dinah sentit ses joues rougir de plaisir au compliment. « Merci. Madame Chen est un bon professeur. »« Je suppose que vous n'aviez pas besoin de beaucoup d'enseignements, » dit James avec perspicacité. « Vous avez les mains de quelqu'un qui coud depuis des années. D'où venez-vous à l'origine? » C'était une question délicate, qui portait des implications qu'ils comprenaient tous les deux. Demander d'où venait quelqu'un signifiait s'enquérir de son passé, et pour beaucoup de gens dans leur communauté, le passé contenait de la douleur et du danger. Dinah apprécia que James demande directement plutôt que de tourner autour du pot. « Charleston, » dit-elle doucement, « je suis venu au nord l'année dernière. » James hocha lentement la tête, ses yeux exprimant de la compréhension et autre chose. Du respect? Peut-être. C'est un voyage difficile. Je suis content que vous soyez arrivé saine et sauve. Ils parlèrent pendant 1 heure ce soir-là, debout près de la table des rafraîchissements, puis sortant lorsque l'église devint trop chaude avec toutes les personnes entassées à l'intérieur. James lui parla de son travail de cocher, des familles riches qu'il conduisait, des choses absurdes qu'il les entendait dire, de ces 2 chevaux qu'il traitait mieux que certains ne traitaient leurs enfants. Il lui raconta comment il avait appris à lire avec un tuteur que son ancien propriétaire avait fourni, l'un des rares actes véritablement bienveillants que Malcolm Ansley ait jamais fait, et de son rêve de posséder un jour sa propre écurie de louage. Dinah se retrouva à lui raconter des choses qu'elle n'avait pas l'intention de partager. Sur le parapluie laissé debout dans la cour de Margaret Foster. Sur les 6 semaines de voyage cachées dans des chariots et des granges. Sur le moment où elle avait traversé la frontière de la Pennsylvanie et senti pour la première fois un sol libre sous ses pieds. James écouta avec une attention totale, sans jamais l'interrompre. Et quand elle eut fini, il dit simplement « Vous êtes l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. » Ils se marièrent 1 an plus tard dans la même église où ils s'étaient parlé pour la première fois. C'était une petite cérémonie, juste Ruth et le docteur Winters et une poignée d'amis. Mais pour Dinah, cela semblait plus important que tout ce qui s'était passé dans sa vie auparavant. Elle portait une robe qu'elle avait faite elle-même, jaune pâle avec de minuscules fleurs blanches brodées autour du col. Et quand James lui passa une simple alliance en or au doigt, Dinah pensa que son cœur pourrait éclater de la joie impossible d'être choisi, de choisir en retour. Leur premier fils, William, naquit en 1839, arrivant pendant une tempête de neige qui recouvrit Philadelphie d'un silence blanc. Dinah travailla pendant 18 heures, assistée d'une sage-femme nommée Madame Johnson, qui avait mis au monde la moitié des bébés du quartier. Quand il plaçait enfin William dans ses bras, le visage rouge et braillant, Dinah regarda cette petite personne qui n'appartenait à personne d'autre qu'à lui-même, et pleura de soulagement et de terreur à la fois. « Il est libre » murmura-t-elle à James, qui était assis à côté du lit, lui tenant la main. « Il est né libre. Personne ne pourra jamais le vendre, l'acheter ou le posséder. » James lui baisa le front, ses propres yeux humides. « C'est ton cadeau pour lui. Dinah,
C'est ce que ton courage a acheté. Lui et tous les enfants que nous pourrions avoir, ils commencent leur vie en tant que personnes entières. Leur deuxième fils, Frédéric, nommé en l'honneur de Frédéric Douglass, dont Dinah avait entendu et été émue par les discours, vint 2 ans plus tard. Et puis leur fille, Ruth, arriva en 1844, une petite chose féroce avec les yeux de sa mère et la détermination têtue de son père. Dinah aimait ses enfants avec une intensité qui l'effrayait parfois. Un amour mêlé de la peur constante que quelque chose leur arrive, que d'une manière ou d'une autre le passé s'étire et arrache ce précieux avenir qu'elle avait construit. Elle devint farouchement protectrice, insistant pour que James apprenne à lire et à écrire à ses 3 enfants dès qu'ils furent assez grands pour tenir un crayon. Elle économisait chaque centime qu'elle pouvait, mettant de l'argent de côté pour leur éducation, même si cela signifiait se priver de choses dont elle avait besoin. Elle leur racontait des histoires d'où elle venait, non pour les accabler de sa douleur, mais pour les aider à comprendre le prix de la liberté qu'ils tenaient pour acquise. « Votre mère a traversé une tempête pour arriver à Philadelphie », leur disait James quand il se plaignait des corvées ou des leçons. « Elle a tout risqué pour que vous puissiez avoir des choix qu'elle n'a jamais eus. N'oubliez jamais ça. Ne gaspillez jamais ce qu'elle a acheté pour vous. » Alors que ses enfants grandissaient, Dinah s'impliqua de plus en plus dans le mouvement abolitionniste. Cela commença modestement, en donnant quelques pièces au fond du chemin de fer clandestin à l'église, en assistant à des conférences de personnes qui passaient par Philadelphie pour parler des maux de l'esclavage. Mais peu à peu, à mesure qu'elle devenait plus confiante dans sa liberté, que les années mettaient de la distance entre elle et cette nuit d'eau à Charleston, elle devint plus audacieuse. Elle commença à assister à des réunions chez un couple de Quakers, Robert et Anna Davis, qui avaient consacré leur vie à la cause de l'abolition. Les réunions étaient mixtes, noirs et blancs assis ensemble dans la maison des Davis, buvant du thé et discutant de stratégies pour aider les gens à échapper à l'esclavage et pour plaider en faveur de son abolition complète. Dinah fut d'abord intimidée par les voix éduquées, les références à des philosophes et des politiciens dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais elle réalisa progressivement que son expérience, sa connaissance de première main de ce que signifiait réellement l'esclavage, était précieuse d'une manière que toute leur éducation ne pouvait égaler. La première fois qu'elle prit la parole lors d'une de ces réunions, ses mains tremblaient si fort qu'elle dut les joindre sur ses genoux. Un pasteur blanc de Boston dissertait sur les arguments moraux contre l'esclavage, utilisant un langage abstrait sur les droits naturels et la loi divine. Quand il eut fini, Dinah se surprit à lever la main, son cœur battant à tout rompre. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Robert Davis hocha la tête d'un air encourageant. « Bien sûr, Dinah, nous serions heureux d'entendre votre point de vue. » Dinah prit une profonde inspiration. « C'est juste, tout ce discours sur la morale et les droits et tout ça. C'est bien et c'est vrai. Mais je pense que parfois nous oublions que l'esclavage n'est pas une idée à débattre. C'est une femme nommée Bessie qui a cuisiné pour une famille pendant 30 ans et a vu ses enfants vendus un par un. C'est se réveiller chaque matin en sachant que vous ne possédez même pas les vêtements que vous portez. C'est être envoyé sous une tempête pour aller chercher un éventail dont votre maîtresse n'a pas besoin, juste parce qu'elle le peut. C'est petit et grand et constant et ça écrase quelque chose dans votre âme qui ne guérit jamais complètement. » La pièce était silencieuse quand elle eut fini. Puis Anna Davis dit doucement, « Merci, Dinah, nous avions besoin d'entendre ça. » Parfois, nous qui ne l'avons pas vécu pouvons perdre de vue la réalité humaine sous nos théories. Après cela, Dinah parla plus fréquemment et d'autres commencèrent à solliciter son opinion. Elle apprit que son histoire, les détails de son évasion et la vie qu'elle construisait par la suite, étaient puissantes d'une manière que les arguments abstraits n'étaient pas. Quand elle racontait aux abolitionnistes blancs les cruautés désinvoltes de Constance Whitmore, ils commençaient à comprendre que le mal n'était pas toujours dramatique et évident. Quand elle parlait de la peur qui ne la quittait jamais tout à fait, même en liberté, ils commençaient à comprendre les dommages durables que l'esclavage infligeait. Elle devint active dans l'aide aux autres qui arrivaient à Philadelphie via le chemin de fer clandestin. Elle s'asseyait avec les réfugiés nouvellement arrivés, des gens encore tremblants du traumatisme de l'évasion, regardant toujours par-dessus leur épaule,
s'attendant à voir des chasseurs d'esclaves. Elle les aidait à trouver du travail et un logement, leur apprenait à naviguer dans la réalité déroutante de la liberté, offrait le genre de conseils patients que Ruth lui avait donnés. Il y eut une jeune femme nommée Clara qui arriva en 1848, âgée de 17 ans et enceinte, s'étant échappée d'une plantation du Maryland. Clara était presque catatonique de peur, incapable de prendre même des décisions simples, sursautant chaque fois que quelqu'un lui parlait. Dinah la prit chez elle, lui donna la petite chambre que William avait libérée en partant pour une école normale, et lentement, patiemment, aida Clara à se retrouver. Je sais que ça n'en a pas l'air maintenant, dit Dinah à Clara un soir alors qu'elle écossait des pois pour le souper. Mais ça devient plus facile. La peur ne disparaît jamais complètement. Je ne te mentirai pas à ce sujet, mais elle se fait plus discrète. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu as passé une journée entière sans regarder par-dessus ton épaule. C'est là que tu sauras que tu es vraiment libre. Le bébé de Clara, un garçon qu'elle nomma Daniel, naquit dans la maison de Dinah, avec Dinah assistant à l'accouchement aux côtés de la sage-femme. Quand Dinah plaça le bébé dans les bras de Clara, elle vit le même mélange de joie et de terreur qu'elle avait ressenti avec ses propres enfants, et elle comprit que cela aussi faisait partie de son but. Elle avait survécu non seulement pour elle-même, mais pour aider les autres à survivre, pour être le genre de présence dans leur vie que Ruth avait été dans la sienne. L'adoption de la loi sur les esclaves fugitifs en 1850 fut un coup qui se répercuta dans toute la communauté noire de Philadelphie. Soudain, aucune personne anciennement esclave n'était vraiment en sécurité, même dans les États libres. Les marshals fédéraux pouvaient entrer en Pennsylvanie, arracher des gens de leur maison et de leur lieu de travail, les ramener dans le sud sur la simple parole de quelqu'un prétendant les posséder. La loi exigeait des citoyens ordinaires qu'ils aident à capturer les fugitifs, transformant les voisins en ennemis potentiels. Dinah sentit la vieille peur revenir en force avec une intensité renouvelée. Elle avait des enfants maintenant, une vie qu'elle avait construite brique par brique. La pensée d'être ramenée à Charleston, d'être vendue loin de James et William et Frédéric et Ruth, était insupportable. Pendant des semaines après l'adoption de la loi, elle dormait à peine, sursautant à chaque coup inattendu à la porte, scrutant chaque foule à la recherche de visages qui pourraient signifier un danger. James voulait déménager au Canada, où il serait vraiment hors de portée de la loi américaine. De nombreuses familles de leur communauté faisaient ce choix, abandonnant les vies qu'elles avaient construites aux États-Unis pour la plus grande sécurité du territoire britannique. Mais Dinah se sentit réticente à fuir à nouveau, refusant de laisser la peur dicter ses choix comme l'esclavage avait autrefois dicté chaque moment de son existence. « Je n'ai pas quitté Charleston juste pour passer le reste de ma vie à fuir », dit-elle à James un soir alors qu'ils étaient couchés, écoutant les bruits de la ville à l'extérieur de leurs fenêtres. Si je quitte Philadelphie, si j'emmène nos enfants au Canada, c'est parce que nous choisissons d'y aller, pas parce qu'une loi injuste nous poursuit. Je ne vivrai pas comme ça, James. Je ne le ferai pas. James la serra fort dans ses bras. Alors nous restons. Mais nous devons être prudents. Dinah, nous devons être intelligents à ce sujet. Ils développèrent des stratégies, des plans sur ce qu'il fallait faire si des chasseurs d'esclaves venaient. Ils identifièrent des maisons sûres où ils pourraient se cacher, des gens qui les avertiraient en cas de danger. Ils s'assurèrent que leurs enfants connaissaient plusieurs itinéraires pour sortir de la ville, s'entraînèrent à ce qu'il fallait dire s'ils étaient interrogés par les autorités. C'était épuisant et exaspérant de devoir vivre de cette manière dans un endroit qui se disait libre, mais Dinah refusait de laisser la peur gagner. Elle devint également plus active dans les efforts de résistance. Il y eut des cas où des marshals fédéraux essayèrent de capturer des gens à Philadelphie et la communauté noire et leurs alliés blancs intervinrent physiquement, encerclant le captif et refusant de le laisser emmener. Dinah participa à plusieurs de ces actions, utilisant sa petite taille pour se glisser entre les marshals et leurs proies, se tenant par le bras avec d'autres pour former des barrières humaines difficiles à briser. En 1851, elle fit partie d'une foule qui libéra un homme nommé Daniel Webster, sans lien avec l'homme politique, qui était détenu dans un bâtiment fédéral en attente de son transport vers la Virginie. La foule força l'entrée du bâtiment, submergea les gardes par le simple nombre et emmena Daniel en lieu sûr.
Dinah fut renversée dans le chaos, se contusionna gravement les côtes, et James fut furieux qu'elle prenne de tels risques. « Tu aurais pu être arrêté, » dit-il, sa voix tendue de peur et de colère. « Tu aurais pu être identifié, ton propre statut remis en question. Et nos enfants, Dinah, que feraient-ils sans leur mère? »« Quelle sorte de mère serais-je, » répondit doucement Dinah, « si je leur apprenais à rester les bras croisés pendant que la liberté de quelqu'un d'autre est volée? Quel genre de monde hériterait-il si des gens comme nous ne luttaient pas contre l'injustice ?» James ne put rien répondre à cela, bien qu'il lui fit promettre d'être plus prudente. Mais Dinah découvrit qu'elle ne pouvait plus s'arrêter maintenant qu'elle avait commencé. Chaque personne qu'elle aidait à libérer, chaque acte de résistance auquel elle participait, ressemblait à une petite rédemption pour toutes les années où elle avait enduré l'esclavage en silence, acceptant sa servitude parce qu'elle n'avait vu aucune alternative. Ses enfants grandirent en observant l'activisme de leur mère, absorbant des leçons de courage et de conviction qu'aucune école ne pouvait enseigner. William devint enseignant comme il avait toujours prévu, mais il s'impliqua également dans les efforts d'inscription sur les listes électorales après la guerre, aidant les personnes nouvellement libérées à exercer leur droit de vote malgré les obstacles placés sur leur chemin. Frédéric suivit le métier de son père, devenant cocher, mais il utilisa également sa position pour recueillir des informations sur les familles blanches sympathisantes qui pourraient aider à financer les efforts abolitionnistes. Et Ruth, la jeune et féroce Ruth, qui avait hérité de l'intensité de sa mère et de la détermination calme de son père, devint infirmière pendant la guerre de Sécession. Elle n'avait que 17 ans lorsque la guerre éclata, mais elle mentit sur son âge et rejoignit un groupe de femmes noires qui fournissaient des soins médicaux aux soldats blessés. Les lettres qu'elle envoyait depuis les hôpitaux de campagne en Virginie et au Maryland étaient pleines d'horreur et d'espoir à parts égales, des descriptions de souffrances qui faisaient pleurer Dinah et des récits de courage qui la rendaient fière. Elle donna de l'argent au chemin de fer clandestin sur ses modestes revenus, voulant aider les autres à trouver le chemin de la liberté qu'elle avait parcouru. Mais elle ne retourna jamais à Charleston. La loi sur les esclaves fugitifs de 1850 signifiait que même dans les États libres, les personnes anciennement esclaves pouvaient être capturées et rendues à leurs propriétaires. Et Dinah avait maintenant des enfants à qui penser. Elle ne pouvait pas risquer l'emprisonnement ou d'être renvoyée dans le Sud. Ne pouvait pas risquer que sa famille soit déchirée comme la sienne l'avait été. Pendant les années de guerre, de 1861 à 1865, Dinah se jeta corps et âme dans le soutien à la cause de l'Union. Elle organisa des cercles de couture de femmes noires qui confectionnaient des uniformes et des bandages pour les régiments de couleur. Elle collecta des fonds pour envoyer des fournitures aux camps de contrebande où les personnes anciennement esclaves se rassemblaient après avoir fui vers les lignes de l'Union. Elle rassembla des livres et des abécédaires pour les envoyer dans le Sud pour les écoles qui étaient établies dans les territoires occupés, enseignant à lire et à écrire à des gens à qui la loi l'avait interdit. Les lettres de Ruth du champ de bataille étaient à la fois sa plus grande source de fierté et sa plus profonde source de peur. Sa fille décrivait les soins apportés à des hommes dont les jambes avaient été brisées par des tirs de canon, dont les corps étaient déchiquetés par les nouvelles carabines rayées qui rendaient ces guerres tellement plus meurtrières que toutes celles qui l'avaient précédée. Elle écrivait sur l'odeur de la gangrène et du chloroforme, sur le fait de tenir la main de soldats mourant alors qu'ils appelaient des mères qui ne sauraient jamais où leur fils était tombé. Mais Ruth écrivait aussi sur l'espoir qu'elle voyait dans les yeux des troupes de couleur, des hommes qui avaient été esclaves et qui se battaient maintenant avec des fusils à la main pour la promesse de la liberté. Elle écrivait sur l'enseignement de la lecture aux patients en convalescence, sur les larmes qui coulaient sur les visages d'hommes adultes lorsqu'ils réussissaient à déchiffrer leurs premières phrases. Elle écrivit sur le jour où un patient la reconnut comme la fille de Dinah Carter, la femme dont l'histoire du parapluie debout était devenue une légende même parmi les nouveaux affranchis. Il a dit qu'il avait entendu parler de vous. « Maman », écrivit Ruth dans une lettre datée de mars 1863. Il a dit que lorsqu'il était encore esclave en Caroline du Sud, les gens racontaient l'histoire de la femme qui était entrée dans une tempête et avait laissé son parapluie debout. Il a dit que cela leur donnait de l'espoir. L'idée que la liberté était possible, que quelqu'un comme eux avait réussi à atteindre le Nord et se construire une vie. Je lui ai dit que vous étiez vivante et en bonne santé à Philadelphie, que vous aviez des enfants et des petits-enfants maintenant,
et il a pleuré. Il m'a dit de vous dire merci d'avoir montré le chemin. Dina lut cette lettre si souvent que le papier devint doux et fragile au pli. Elle n'avait jamais imaginé que son évasion, cet acte de courage singulier par une nuit pluvieuse de Charleston, deviendrait une histoire qui se répandrait au-delà de Philadelphie, qui donnerait de l'espoir à des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. C'était humiliant et accablant, cette connaissance que sa vie avait un sens au-delà de sa propre expérience. Lorsque la guerre prit fin et que le 13e amendement abolit l'esclavage dans tous les États-Unis, Dina se tint dans son église avec des centaines d'autres et chanta des hymnes de reconnaissance jusqu'à en avoir la voix rauque. Elle avait 61 ans à l'époque, les cheveux complètement gris, son corps usé par des décennies de travail acharné et de souvenirs encore plus durs. Mais ce jour-là, elle se sentit à nouveau jeune. Ressentit le même espoir fou qu'elle avait éprouvé en traversant la frontière de la Pennsylvanie 28 ans plus tôt. « C'est fini », murmura-t-elle à James, qui se tenait à côté d'elle, des larmes coulant sur son visage. « C'est vraiment fini. Plus personne ne peut être asservi dans ce pays. » Mais le travail, comme Dina l'avait su, était loin d'être terminé. La fin de l'esclavage n'était que le début de la lutte pour une véritable égalité. Pendant la reconstruction, Dina travailla avec des organisations qui aidaient les personnes anciennement esclaves à faire la transition vers la liberté. Elle conseillait des femmes qui ne savaient pas comment négocier un salaire, comment exiger le paiement de leur travail, comment quitter des employeurs qui tentaient de reproduire l'esclavage sous d'autres noms. Elle aida des familles qui avaient été séparées pendant l'esclavage à se retrouver, écrivant des lettres au nom de personnes qui ne savaient pas écrire, envoyant des demandes à toutes les sources possibles, essayant de localiser des mères, des pères et des enfants disparus. Une femme vint la voir, une femme d'âge moyen nommée Sarah, qui avait été vendue loin de sa fille 30 ans plus tôt, alors que la fillette n'avait que 5 ans. Sarah avait entendu dire qu'il y avait à Philadelphie des gens qui pouvaient aider à retrouver des membres de familles perdues, et elle avait voyagé depuis la Géorgie avec rien d'autre qu'une photographie en lambeaux et le souvenir d'une petite fille chantant dans le quartier. Dina prit le cas de Sarah à cœur, écrivant des lettres aux sociétés d'aide et aux églises du Sud, décrivant la fille dont Sarah se souvenait et demandant si quelqu'un savait où elle se trouvait. Il fallut 6 mois et des dizaines de demandes, mais finalement, ils la trouvèrent. La fille, maintenant une femme de 35 ans avec ses propres enfants, vivait à Baltimore, travaillant comme blanchisseuse. Dina organisa le voyage de Sarah à Baltimore, paya le billet de train sur ses propres économies et se tint sur le quai en agitant la main alors que le train de Sarah s'éloignait. 3 semaines plus tard, elle reçut une lettre de Sarah, écrite par sa fille car Sarah elle-même n'avait jamais appris à lire. La lettre décrivait leur retrouvailles, les larmes et les étreintes, l'impossibilité de condenser 30 ans de vie en mots, les petits-enfants que Sarah n'avait jamais su exister. À la fin, la fille de Sarah avait ajouté une note personnelle. « Madame Porter, ma mère me dit que vous êtes entrée dans une tempête à Charleston et avez laissé votre parapluie debout. Elle dit que vous êtes une femme qui sait ce que signifie être séparée de sa famille et la retrouver. Merci de m'avoir rendu ma mère. Merci de refuser de laisser le passé rester enterré. » Ce furent ces moments qui soutinrent Dina pendant les années difficiles de la reconstruction et de ses suites, lorsque la promesse d'égalité commença à s'éroder, lorsque les codes noirs et les lois de Jim Crow commencèrent à reproduire de nombreuses restrictions de l'esclavage, lorsque la violence contre les communautés noires devint endémique. Dina s'accrocha à ses victoires individuelles. Elle ne pouvait pas changer tout le système, mais elle pouvait changer des vies individuelles, et elle se consacra à faire exactement cela. Elle commença également, dans la soixantaine, à écrire son histoire. Son fils William, maintenant un enseignant respecté et un leader communautaire, l'exhortait depuis des années à consigner ses expériences pour la postérité. Au début, Dina avait résisté, estimant que son histoire n'était pas plus importante que les milliers d'autres qui avaient échappé à l'esclavage. Mais William la convainquit que chaque histoire comptait, que les générations futures auraient besoin de connaître les détails de ce qu'avait réellement été l'esclavage, comment on l'avait ressenti, ce qu'il avait coûté. Ainsi, Dina, qui avait appris à lire et à écrire avec James pendant leurs premières années ensemble, commença à mettre des mots sur le papier.
C'était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu, non pas l'acte physique d'écrire, mais le travail émotionnel de revisiter ses années à Charleston. Elle se retrouva transportée dans la maison des Whitmore, à la chaleur de la cuisine et au poids du panier à linge, à la voix aiguë de Constance et aux yeux entendus de Bessie. Elle se souvint de choses qu'elle pensait avoir oubliées, de petits détails qui revenaient avec une clarté douloureuse. Elle écrivit sur les autres esclaves de la maison Whitmore, des personnes dont elle consigna les noms pour qu'ils ne soient pas perdus pour l'histoire. Il y avait Jacob, qui entretenait le jardin et pouvait tout faire pousser, même dans un sol pauvre. Il y avait Lily, plus jeune que Dinah, qui avait été achetée pour aider à la couture et qui avait la plus belle voix de chant que Dinah ait jamais entendue. Il y avait le vieux Moses, qui avait été esclave de la famille Whitmore pendant plus de 40 ans et qui racontait des histoires d'Afrique qu'il avait entendues de sa grand-mère, des histoires d'un endroit où leur peuple avait été libre. Elle écrivit sur le moment où elle décida de s'échapper, sur l'apparition de Marcus Webb à la grille de la cour avec son offre impossible de liberté. Elle écrivit sur la tempête et le parapluie, sur le fait de passer devant la maison de Madame Ashford pour aller vers l'incertitude. Elle écrivit sur la peur, le froid et l'épuisement du voyage vers le nord, mais aussi sur la gentillesse des étrangers, sur le réseau de personnes qui risquaient tout pour aider des gens qu'ils ne connaissaient pas, simplement parce que c'était juste. Le manuscrit grandit lentement sur plusieurs années, écrit par bribes lorsque Dinah avait du temps entre ses autres responsabilités. Elle en partagea des portions avec William, qui l'aida à affiner le langage tout en conservant sa voix authentique. Il suggéra qu'elle inclue plus d'informations sur sa vie à Philadelphie, pas seulement l'évasion elle-même, mais ce qui suivit, car cela aussi faisait partie de l'histoire. Alors, Dinah écrivit sur l'apprentissage de la liberté, sur le poids paralysant du choix et la découverte progressive de ses propres préférences et désirs. Elle écrivit sur sa rencontre avec James, sur la joie et la terreur d'avoir des enfants nés libres. Elle écrivit sur son travail avec le chemin de fer clandestin et le mouvement abolitionniste, sur les amis qu'elle s'était faits et les vies qu'elle avait touchées. Elle écrivit sur le fait de voir la nation se déchirer dans une guerre civile, puis essayer lentement et douloureusement de se reconstruire sous une forme qui, au moins théoriquement, incluait tous ses habitants. William l'aida finalement à trouver un éditeur, une petite presse à Philadelphie spécialisée dans les récits à la première personne sur l'esclavage et la guerre de sécession. Son livre, intitulé Astérisque de la servitude à la liberté, le voyage d'une femme de Charleston astérisque, fut publié en 1879. Il ne devint pas un best-seller, les livres de femmes noires le devenaient rarement à cette époque, mais il trouva son public. Des exemplaires circulaires dans les cercles abolitionnistes, furent utilisés dans les écoles pour enseigner la réalité de l'esclavage, furent lus à voix haute lors de rassemblements d'églises et de réunions communautaires. Dinah reçut des lettres de lecteurs, certains anciennement esclaves eux-mêmes, d'autres qui n'avaient jamais connu la servitude, mais voulaient mieux la comprendre. Une femme blanche du Maine écrivit pour dire que la lecture du récit de Dinah avait complètement changé sa façon de penser à l'esclavage, lui avait fait réaliser que ce n'était pas un mal abstrait du passé, mais une réalité vécue qui avait écrasé de vrais êtres humains avec des espoirs, des rêves et des familles. Un homme anciennement esclave du Mississippi écrivit pour dire que son histoire l'avait inspiré à consigner ses propres expériences pour s'assurer que ses enfants et petits-enfants sauraient ce qu'il avait survécu. Mais peut-être la lettre la plus significative vint, elle, de Charleston même, d'une jeune femme noire nommée Sarah Hammond, née libre après la guerre. Sarah expliqua qu'elle travaillait à documenter l'histoire de la vie noire à Charleston, collectant des histoires et interviewant des aînés, essayant de préserver une histoire qui risquait d'être oubliée ou déformée. Elle avait entendu parler de la légende du parapluie debout, avait retracé plusieurs versions de l'histoire, et avait finalement trouvé le livre de Dinah dans une bibliothèque d'église. « Je cherche la vérité derrière la légende », écrivit Sarah. Certains disent que cela ne s'est jamais produit, que ce n'est qu'un conte populaire. D'autres disent que c'est arrivé, mais que la femme a été attrapée et ramenée, que le parapluie marque l'endroit où elle a été tuée. Mais vous êtes vivante, Madame Porter. Vous avez réussi. Vous êtes la preuve vivante que l'histoire est vraie, que des gens se sont échappés, ont construit des vies en liberté. Seriez-vous prête à répondre à quelques questions sur votre temps à Charleston?
M'aideriez-vous à raconter cette histoire avec précision? Dina correspondit avec Sarah pendant plus d'1 an, répondant à ses questions, fournissant des détails sur la vie dans le Charleston d'avant-guerre du point de vue d'une personne asservie. Sarah écrivait une histoire complète de la communauté noire de Charleston, et le récit de première main de Dina devint une source primaire cruciale. Grâce aux questions de Sarah, Dina se souvint de choses auxquelles elle n'avait pas pensé depuis des décennies, de petits détails qui semblaient insignifiants mais que Sarah insistait être importants pour comprendre toute la texture de la vie à cette époque. Parfois, elle se demandait ce qu'il était advenu des Whitmore s'ils avaient survécu à la guerre et à ses conséquences. Par des contacts à Charleston, elle apprit que Malcolm Whitmore était mort en 1853 d'une attaque cérébrale, laissant sa veuve dans des circonstances très réduites. Constance avait été forcée de vendre la maison de Tradd Street et de déménager dans une résidence plus petite, avait perdu la plupart de ses biens esclaves pendant la guerre et avait passé ses dernières années à vivre de la charité de parents. Elle mourut en 1868, amère et rancunière envers le monde qui avait changé si radicalement autour d'elle. Dina ne ressentit ni satisfaction ni chagrin à cette nouvelle. Les Whitmore étaient devenus des étrangers pour elle, des figures d'un passé qui semblait de plus en plus irréel. Ce qui importait n'était pas ce qui leur était arrivé, mais ce qui était arrivé aux personnes qu'ils avaient asservies. Bessie, après elle, avait vécu pour voir la liberté, avait survécu à la guerre et à la reconstruction, et était morte paisiblement dans son sommeil à l'âge de 79 ans. Lily s'était mariée et avait eu des enfants, des petits-enfants qui apprenaient à lire et à écrire dans des écoles que leur grand-mère n'aurait jamais pu fréquenter. Quant à Jacob et au vieux Moses, personne ne semblait savoir ce qu'ils étaient devenus. Ils avaient simplement disparu dans le chaos des années de guerre, 2 personnes de plus dont les histoires ne seraient jamais entièrement racontées, dont les expériences seraient perdues à l'exception de la brève mention dans le manuscrit de Dina. Cela la troublait profondément, la connaissance que tant de vies n'avaient laissé aucune trace, que l'histoire se souviendrait des propriétaires d'esclaves et oublierait les esclaves, à moins que des gens comme elle et Sarah Hammond ne travaillent activement à préserver ses souvenirs. Dans les années 70 de sa vie, Dina commença à parler plus publiquement de ses expériences. Elle donna des conférences dans des églises et des écoles, apparut lors de commémorations et d'anniversaires, partagea son histoire avec quiconque voulait l'écouter. Elle était l'une des chanceuses, disait-elle à son public, l'une des rares qui s'était échappée, avait survécu et prospéré. Mais pour chaque personne comme elle, il y en avait des centaines qui étaient mortes encore esclaves, qui étaient mortes en essayant de s'échapper, qui avaient vécu toute leur vie en servitude, sans jamais connaître d'alternative. « Ne faites pas de nous des héros », dit-elle lors d'une de ses conférences, sa voix toujours forte malgré son âge. « Faites des héros de tous ceux qui ont survécu à l'esclavage, qu'ils se soient échappés ou non. Faites des héros des mères qui ont gardé leurs enfants en vie dans des circonstances impossibles. Faites des héros des hommes qui ont maintenu leur dignité malgré une dégradation systématique. Faites des héros de tous ceux qui se sont souvenus qu'ils étaient des êtres humains, même lorsque la loi disait qu'ils étaient des biens. » Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais Dina se sentait épuisée par ces apparitions d'une manière que le travail physique ne l'avait jamais épuisée. Raconter son histoire encore et encore signifiait la revivre encore et encore, signifiait rouvrir des blessures qu'elle avait passé des décennies à essayer de guérir. Mais elle persista car l'alternative, laisser cette histoire être oubliée ou blanchie, était inacceptable. Parfois, elle se demandait ce qu'il était advenu des Whitmore, s'ils s'étaient remis des difficultés financières qui les avaient tourmentés, si Constance s'asseyait toujours à sa coiffeuse en luttant contre le passage du temps, si Malcolm prétendait toujours être un maître bienveillant pour les personnes qu'il tenait en esclavage. Mais la plupart du temps, elle ne pensait pas du tout à eux. Ils faisaient partie d'un passé qui devenait de plus en plus lointain avec chaque année qui passait, moins réel que la vie qu'elle avait construite à partir de rien. En 1863, lorsque le président Lincoln publia la proclamation d'émancipation, Dina pleura pendant des heures, des larmes de soulagement, de rage et de chagrin pour toutes les années perdues, toutes les vies détruites par l'institution de l'esclavage. Ses enfants, qui avaient grandi en entendant des histoires sur ce que leur mère avait enduré,
sur ce qu'elle avait risqué pour leur donner la liberté, se tenait avec elle dans leur petit salon et témoignait de ce moment de transformation. « C'est fini », dit doucement sa fille Ruth, nommée en l'honneur de la tante qui avait aidé à amener Dina au nord. « Maman, c'est enfin fini. » Mais Dina secoua la tête. « Pas fini, mon enfant. Juste le début. Maintenant vient la partie difficile. Comprendre comment être un pays qui n'est pas construit sur le dos des esclaves. Comprendre comment rendre réelle la promesse de la liberté. Ça va prendre plus de temps que n'importe lequel d'entre nous ne vivra pour le voir. » Elle avait raison, bien sûr. La guerre prit fin. L'esclavage fut aboli. Mais la lutte pour une véritable égalité, pour la justice, la dignité et la pleine citoyenneté se poursuivit bien au-delà de la vie de Dina. Elle vécut pour voir la reconstruction et ses suites amères. Vécut pour voir l'espoir de liberté sapé par les codes noirs et les lois Jim Crow. Vécut pour voir que la liberté légale n'était que la première étape d'un voyage beaucoup plus long. Mais elle vécut aussi pour voir ses enfants éduqués, ses fils devenant enseignants et pasteurs, sa fille infirmière. Elle vécut pour voir ses petits-enfants naître dans un monde où ils étaient légalement libres dès la naissance, où ils pouvaient lire, écrire et rêver sans que ces rêves ne soient systématiquement détruits. Elle vécut pour voir le progrès, lent et incomplet, mais néanmoins réel. Dans ces dernières années, Dina aimait s'asseoir sur le petit porche de la maison qu'elle et James avaient finalement pu acheter, regardant les enfants du quartier jouer dans la rue. Philadelphie avait changé de façon spectaculaire depuis son arrivée. La communauté noire grandissant et prospérant malgré les préjugés et les restrictions auxquels ils étaient confrontés. Il y avait des églises et des écoles, des entreprises et des sociétés d'entraide, tout un monde construit par des gens à qui on avait dit qu'ils étaient des biens mais qui insistaient pour être reconnus comme des humains. Les jours de pluie, elle pensait souvent à cette nuit d'août à Charleston, à marcher dans une tempête avec rien d'autre qu'un parapluie noir pour la protéger. Elle pensait au moment de la décision dans cette ruelle, quand elle était passée devant la maison de Madame Ashford pour aller vers l'incertitude. Cela avait été terrifiant et exaltant, la chose la plus effrayante qu'elle ait jamais faite et la plus importante. L'histoire du parapluie debout persista, devenant plus élaborée à chaque récit. Certaines versions prétendaient que le parapluie devenait rouge sans certaines nuits. D'autres disaient qu'il marquait l'endroit où une femme esclave avait été assassinée et que son fantôme continuait d'attendre la justice. D'autres encore insistaient sur le fait que c'était un signe d'intervention divine, la protection de Dieu sur ceux qui aidaient les esclaves à s'échapper vers la liberté. Dina ne corrigea jamais ces histoires quand elle les entendait. Laissez les gens croire ce qu'ils voulaient. La vérité était à la fois plus simple et plus complexe que n'importe quelle histoire de fantôme. La vérité était qu'elle avait été courageuse un instant, quand le courage comptait le plus, et que cet instant avait changé toute la trajectoire de sa vie. Elle mourut en 1892 à l'âge de 88 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants, dans un lit qu'elle possédait, dans une maison qu'elle avait aidé à payer. Sa fille Ruth lui tenait la main alors qu'elle s'éteignait, et les derniers mots de Dina furent sur la pluie, sur le tombant du ciel et l'avant tout, sur la beauté des tempêtes et la paix qui les suivait. James était décédé 3 ans plus tôt, son cœur ayant finalement lâché après des décennies de travail acharné et d'inquiétudes encore plus dures. Dina l'avait profondément pleuré. Cet homme qui avait choisi de l'aimer alors qu'elle apprenait encore à s'aimer elle-même, qui avait construit une famille avec elle à partir de rien d'autre que l'espoir et la détermination. Dans ces derniers mois, alors qu'il s'affaiblissait et que la toux qui le tourmentait depuis des années devenait constante, ils s'asseyaient ensemble sur leur porche et parlaient de la vie qu'ils avaient bâtie. « On a bien réussi, n'est-ce pas ?» lui avait demandé James un soir, sa voix faible mais gardant encore cette chaleur dont elle était tombée amoureuse plus de 50 ans auparavant. Nos enfants ont une éducation, des opportunités. Ils font leur propre chemin dans le monde. C'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est tout, avait répondu Dina, lui tenant la main, sentant à quel point elle était devenue fragile. Tout en os et en peau de papier là, où il y avait eu autrefois une telle force. Nous avons fait plus que survivre, James. Nous avons construit quelque chose qui nous survivra. Nos petits-enfants, leurs enfants, ils porteront notre histoire.
Ils sauront d'où nous venons et jusqu'où nous avons voyagé. Maintenant, allongée dans son propre lit, la main de Ruth dans la sienne et ses petits-enfants rassemblés autour, Dinah ressentit une profonde paix l'envahir. Elle avait vécu assez longtemps pour voir le tournant d'une nouvelle décennie, assez longtemps pour voir la première génération de sa famille, née entièrement libre, atteindre l'âge adulte et fonder ses propres familles. Son petit-fils aîné, le fils de William, David, étudiait le droit à l'université Howard. Sa petite-fille Margaret, l'aînée de Frédéric, enseignait dans une école pour enfants noirs à Philadelphie. Le fils de Ruth, James, nommé en l'honneur de son grand-père, apprenait le métier d'imprimeur et parlait de lancer son propre journal un jour. C'étaient les fruits de son courage, la récolte de cette unique décision prise par une nuit pluvieuse de Charleston il y a si longtemps. Si elle était restée, si elle était retournée à la maison Whitmore avec l'éventail de Constance, il n'y aurait pas eu de William, de Frédéric ou de Ruth. Il n'y aurait pas eu de David, de Margaret ou du jeune James. Son choix d'être libre avait eu des répercussions à travers le temps, créant des possibilités qui se multipliaient à chaque génération. Alors que sa respiration devenait plus superficielle et que la pièce commençait à s'estomper sur les bords de sa vision, Dinah pensa une dernière fois au parapluie. Elle se demanda s'il était toujours là, si une trace en restait dans cette cour de Charleston, ou si c'était depuis longtemps décomposé, retourné à la terre comme toutes les choses matérielles finissent par le faire. Cela n'avait pas vraiment d'importance. Le parapluie n'avait jamais été la partie importante. Ce qui importait, c'était le choix qu'il représentait, le moment où elle avait décidé que sa propre liberté valait tous les risques, tous les sacrifices, toutes les difficultés qui pourraient suivre. « Maman !» La voix de Ruth venait de loin, bien que Dinah pût sentir la main de sa fille serrée autour de la sienne. « Maman, tu m'entends ?» Dinah serra faiblement en retour, voulant rassurer Ruth qu'elle n'avait pas peur, qu'elle était prête pour ce qui allait suivre. Elle avait vécu 88 ans, avait survécu à l'esclavage et s'était échappée vers la liberté, s'était mariée et avait élevé des enfants et vu naître des petits-enfants, s'était battue pour la justice et avait aidé les autres à trouver leur propre chemin vers la libération. Que pouvait faire de plus une personne avec une vie? La pluie qu'elle entendait était un souvenir, pas une réalité. La tempête de cette lointaine nuit d'où se mêlant à toutes les autres tempêtes qu'elle avait traversées au cours des décennies suivantes, l'eau lavant le passé, nettoyant les blessures qui ne guérissaient jamais complètement, la portant vers un rivage lointain où les chaînes de l'histoire ne pourraient plus la lier. Elle mourut avec un sourire sur le visage, son dernier souffle un murmure qui ressemblait à la liberté. Lors de ses funérailles, auxquelles assistèrent plus de 100 personnes dont elle avait touché la vie, le pasteur parla du courage de Dinah, du long voyage de Charleston à Philadelphie, de la servitude à la liberté. Il parla du parapluie, de la façon dont un objet ordinaire pouvait parfois devenir le symbole d'une transformation extraordinaire. Elle a laissé ce parapluie debout, dit-il, sa voix portant à travers l'église bondée, comme un témoignage de foi et de courage. Elle l'a laissé debout pour dire « J'étais ici. J'étais esclave et j'ai choisi la liberté. » Elle l'a laissé debout comme un repère pour les autres qui suivraient, comme un signe que le chemin vers la liberté existait si l'on était assez courageux pour le prendre. Et elle l'a laissé debout pour nous rappeler que nous ne pouvons pas simplement plier nos luttes et les ranger soigneusement lorsque la tempête est passée. Nous devons les garder visibles, nous souvenir de ce qui a été enduré et de ce qui a été surmonté, ne jamais oublier le prix de la liberté. William prit également la parole, sa voix se brisant alors qu'il parlait de la mère qui lui avait donné le cadeau de la liberté avant même sa naissance. Il lut des passages de son manuscrit qui décrivaient sa vie à Charleston, son évasion, son arrivée à Philadelphie. Il voulait que toutes les personnes présentes comprennent que Dinah Carter Porter n'était pas seulement un symbole ou une légende, mais une vraie femme qui avait souffert une vraie douleur, mené de vrais combats et bâti une vraie vie sur les ruines de l'esclavage. « Ma mère me disait, » dit William, regardant l'assemblée, que le courage n'était pas l'absence de peur. C'était être terrifié et faire quand même ce qui était nécessaire. Elle avait peur chaque jour de sa vie après s'être échappée. Peur d'être attrapée, peur d'être renvoyée, peur de perdre la vie qu'elle avait construite.
Mais elle n'a jamais laissé ses peurs l'empêcher de vivre pleinement, de se battre pour la justice, d'aider les autres à trouver leur propre liberté. C'est l'héritage qu'elle nous laisse, pas seulement à ses descendants, mais à nous tous qui croyons à la liberté et l'égalité. Elle nous laisse l'exemple de quelqu'un qui a refusé de laisser la peur avoir le dernier mot. Ruth parla aussi, bien qu'elle pût à peine terminer ses remarques sans s'effondrer. Elle parla de la force de sa mère, de la façon dont Dinah avait maintenu leur famille unie pendant les années difficiles de la loi sur les esclaves fugitifs, lorsque chaque coup à la porte aurait pu signifier un désastre. Elle parla d'avoir vu sa mère aider d'autres réfugiés, s'asseyant avec des femmes et des hommes traumatisés, leur apprenant à naviguer dans la liberté alors qu'ils n'avaient jamais été autorisés à faire un seul choix concernant leur propre vie. Elle ne se considérait jamais comme spéciale. Dit Ruth, elle disait toujours que des centaines de personnes avaient fait le même choix qu'elle, que des milliers d'autres l'auraient fait si elles en avaient eu l'occasion. Elle se voyait comme ordinaire, mais il n'y avait rien d'ordinaire dans la compassion de ma mère, sa détermination, son refus absolu d'accepter l'injustice. Elle m'a appris que nous sommes tous responsables de la lutte contre la tyrannie où que nous la trouvions, que la liberté ne signifie rien si nous ne l'étendons pas à tout le monde. Parmi les personnes en deuil se trouvait Sarah Hammond, la jeune historienne de Charleston qui avait correspondu avec Dinah au fil des ans. Elle avait fait tout le chemin depuis la Caroline du Sud pour les funérailles, apportant avec elle le manuscrit complet qu'elle avait finalement terminé, une histoire de la communauté noire de Charleston qui mettait en évidence l'histoire de Dinah. Après le service, elle s'approcha de la famille et leur donna une copie de son travail dédié à la mémoire de Dinah. Elle était l'une des dernières personnes à pouvoir parler de première main de l'esclavage à Charleston, dit Sarah à William et à ses frères et sœurs. Son témoignage a été inestimable pour mes recherches. Mais plus que cela, sa vie m'a montré ce qu'est vraiment l'histoire. Ce ne sont pas seulement des dates et des événements. Ce sont des gens qui font des choix, souvent des choix impossibles, et qui vivent avec les conséquences de ces choix. Le choix de votre mère d'être libre n'a pas seulement changé sa vie, mais d'innombrables autres. Cet effet d'entraînement se poursuit encore et continuera tant que nous nous souviendrons de son histoire. La famille reçut également un télégramme de la fille de Marcus Webb, Constance, nommée ironiquement en l'honneur de l'ancienne maîtresse de Dinah, bien que Marcus n'ait jamais pu connaître le lien. Marcus était décédé plusieurs années auparavant, mais il avait parlé à ses enfants de son travail avec le chemin de fer clandestin, des personnes qu'il avait aidé à s'échapper vers la liberté. Constance écrivit que son père considérait Dinah comme l'un de ses plus grands succès, non seulement parce qu'elle était arrivée saine et sauve au Nord, mais à cause de tout ce qu'elle avait construit par la suite, la vie qu'elle avait créée et les autres qu'elle avait aidés à leur tour. Dans les semaines qui suivirent la mort de Dinah, des lettres continuèrent d'arriver de tout le pays, de personnes qu'il avait connues, avaient été aidées par elle ou avaient simplement été inspirées par son histoire. Un homme de près de 70 ans écrivit de l'Ohio pour dire que, enfant, il avait fait partie d'une famille que Dinah avait réunie après qu'ils ont été séparés pendant l'esclavage. Il décrivit la joie de ces retrouvailles, dit que cela avait façonné toute sa compréhension de ce que signifiait la liberté non seulement de ne pas être possédé, mais d'être connecté aux personnes que l'on aime. Une femme du Massachusetts écrivit au sujet d'une conférence de Dinah à laquelle elle avait assisté lors d'une réunion abolitionniste dans les années 1850. Elle était alors une jeune femme blanche, élevée dans une famille qui s'opposait à l'esclavage, mais de manière abstraite et théorique. Entendre Dinah parler des réalités quotidiennes de l'esclavage, des cruautés désinvoltes, de la dégradation constante, l'avait radicalisée. Elle avait consacré sa vie à l'enseignement et avait passé 40 ans à s'assurer que ses élèves comprenaient l'esclavage non pas comme une injustice historique lointaine, mais comme une tragédie humaine qui avait dévasté des millions de vies. William rassembla soigneusement ses lettres, les ajoutant aux archives familiales qu'il constituait. Il comprenait que l'histoire de sa mère était plus grande que leur simple famille, qu'elle appartenait à l'histoire, et il voulait préserver chaque bribe de preuve de sa vie et de son impact. Il poursuivit son travail d'enregistrement d'histoire, interviewant d'autres personnes anciennement esclaves à Philadelphie, s'assurant que leur témoignage ne serait pas perdu. Frédéric adopta une approche différente pour honorer la mémoire de leur mère. Il utilisa ses économies, complétées par les contributions de ses frères et sœurs,
pour créer un fonds de bourse au nom de Dina. La bourse fournirait un soutien financier aux jeunes femmes noires poursuivant des études, en particulier celles dont les familles avaient été asservies. La première bénéficiaire fut une jeune fille nommée Alice Riemann, dont la grand-mère avait été l'une des réfugiés que Dina avait aidé à son arrivée à Philadelphie des décennies plus tôt. Ruth, fidèle à l'esprit militant de sa mère, s'impliqua encore plus dans la lutte pour les droits civiques. Elle rejoignit des organisations luttant contre les lois Jim Crow qui proliféraient dans le Sud, tentant de transformer la promesse de liberté en une nouvelle subjugation. Elle voyagea pour prendre la parole dans des églises et des réunions, commençant toujours ses remarques par l'histoire de sa mère entrant dans une tempête et laissant un parapluie debout. La génération de ma mère s'est battue pour mettre fin à l'esclavage, disait Ruth à son public. Notre génération doit se battre pour donner un sens à la liberté. La liberté légale ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'opportunités économiques, d'éducation, du droit de vote, d'une protection égale devant la loi. Ma mère n'a pas échappé à l'esclavage juste pour que ses enfants et petits-enfants vivent comme des citoyens de seconde classe dans une société soi-disant libre. Nous lui devons, ainsi qu'à tous ceux qui ont souffert de l'esclavage, de terminer le travail qu'ils ont commencé. L'histoire du parapluie debout prit de nouvelles dimensions après la mort de Dina. Ses enfants et petits-enfants partagèrent la version authentique, l'histoire telle que Dina elle-même l'avait racontée à chaque occasion. Mais la légende avait pris vie, mutant et évoluant au fil des transmissions de personne à personne, de génération en génération. Au début des années 1900, plusieurs versions circulaient. Certains disaient que le parapluie avait été volé dans la cour et que quiconque l'avait pris était maudit par la malchance, contraint d'errer sans abri dans les rues de Charleston jusqu'à ce qu'il le rapporte. D'autres affirmaient que l'on pouvait encore voir le parapluie à l'anniversaire de l'évasion de Dina, se matérialisant dans la brume et la pluie exactement à minuit. D'autres encore insistaient sur le fait que si l'on se tenait à l'endroit exact où le parapluie avait été laissé et que l'on appelait le nom de Dina 3 fois, elle apparaîtrait en esprit et vous accorderait le courage d'affronter vos propres peurs. Les petits-enfants de Dina trouvaient ces embellissements à la fois amusants et frustrants. La vérité était assez puissante sans éléments surnaturels. Soutenait-il, une femme avait fait un choix, avait tout risqué et avait gagné sa liberté. C'était l'histoire qui comptait, pas les contes de fantômes et les malédictions. Mais Sarah Hammond, l'historienne de Charleston, voyait de la valeur dans les légendes. Elle soutenait que la prolifération d'histoires, aussi déformée soit-elle, montrait à quel point l'acte de Dina avait résonné chez les gens. Le parapluie était devenu un symbole qui transcendait son contexte original, représentant non seulement l'évasion d'une femme, mais le désir humain universel de liberté et d'autodétermination. Laissez les gens raconter leur version, écrivit Sarah Williams en 1903. La vérité fondamentale reste constante. Quelqu'un d'asservi est devenu libre par un acte de courage immense. Si certaines personnes ont besoin d'ajouter des éléments surnaturels pour traiter cette vérité, qu'il en soit ainsi. L'important est que l'histoire survive, que les générations futures se souviennent que la résistance était possible, que les gens se sont battus contre l'esclavage de toutes les manières possibles. Alors que le XXe siècle avançait et que la génération née esclave commençait à disparaître, l'urgence de préserver leurs histoires devint plus évidente. Les enfants de Dina reconnurent qu'ils faisaient partie des derniers à pouvoir fournir des témoignages de première main sur la vie pendant cette période de transition de l'esclavage à la liberté. William, en particulier, se jeta dans ce travail, menant des centaines d'entretiens, remplissant des carnets de témoignages qui auraient pu être perdus autrement. Il découvrit dans ses recherches que Margaret Foster, la femme Quaker qui avait d'abord abrité Dina la nuit de son évasion, avait tenu des registres détaillés de chaque réfugié qu'elle avait aidé. Ces journaux, conservés par ses descendants, mentionnaient spécifiquement Dina, notant la nuit de son arrivée et la décrivant comme terrifiée mais déterminée, se tenant avec une dignité que l'esclavage ne pouvait détruire. William pleura en lisant ces mots, imaginant sa mère telle qu'elle devait être à 32 ans, prenant le plus grand risque de sa vie sans aucune garantie de succès. Les journaux confirmèrent également le détail du parapluie, bien que le récit de Margaret fût typiquement pratique. Elle a laissé un parapluie debout dans ma cour,
coincée entre des pierres. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit que cela lui semblait important, bien qu'elle ne puisse pas expliquer pourquoi. Je l'ai laissée là pendant plusieurs semaines, mais finalement le vent l'a renversée et le temps l'a détruit. Pourtant, j'ai souvent pensé à ce parapluie dans les années qui ont suivi. Il me semblait être une petite rébellion, laissée derrière soit un outil de service comme pour dire « J'ai fini de servir ». Ce récit devint le document historique définitif, la version que les chercheurs citeraient en écrivant sur le chemin de fer clandestin à Philadelphie. Mais les légendes persistaient aux côtés des faits historiques, deux traditions parallèles qui se renforçaient et se contredisaient parfois. En 1936, exactement 100 ans après l'évasion de Dinah, ses descendants organisèrent une commémoration à Philadelphie. Plus de 200 personnes y assistèrent, dont des historiens, des militants des droits civiques et des descendants d'autres personnes ayant été asservies. William, alors nonagénaire et l'un des derniers enfants survivants de parents anciennement esclaves, prononça un discours qui fit pleurer toute l'assemblée. « Il y a un siècle, dit-il, sa voix toujours forte malgré son âge, ma mère s'est éloignée de l'esclavage pour affronter une tempête. Elle a laissé derrière elle un parapluie, un objet simple qui est devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand. Mais souvenons-nous de ce qu'elle n'a pas laissé derrière elle. Elle n'a pas laissé derrière elle son humanité. Elle n'a pas laissé derrière elle son espoir. Elle n'a pas laissé derrière elle sa détermination à être libre. Ces choses, elle les a portées avec elle pendant 6 semaines de danger, à travers les frontières des États, à travers le seuil d'une nouvelle vie. Et elle les a transmises à ses enfants, qui les transmettent à leurs enfants, qui les transmettront aux générations à naître. Des années plus tard, des décennies après la mort de Dinah, des chercheurs tentant de documenter les histoires du chemin de fer clandestin chercheraient des preuves du parapluie debout. Ils en trouvèrent des références dans plusieurs récits contemporains, des articles de journaux et des entrées de journaux intimes qui mentionnaient ce phénomène particulier. Mais le parapluie lui-même, s'il avait jamais vraiment tenu tout seul comme le prétendaient les histoires, avait disparu depuis longtemps, probablement récupéré par une personne pratique qui ne voyait aucune utilité à laisser un parapluie en parfait état se perdre. Ce qui restait, c'était l'histoire, transmise de génération en génération, changeant et évoluant, mais conservant sa vérité essentielle. Une femme esclave à Charleston entra sous la pluie en portant un parapluie noir. Et lorsque la tempête passa, elle avait disparu dans la liberté. Le parapluie, seul dans une cour, devint un symbole de son courage, un témoignage du moment où elle s'était choisie plutôt que la seule sécurité qu'elle ait jamais connue. À Charleston, même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent savoir où se trouvait la cour, qui vous montreront un endroit dans la vieille ville et diront « C'est ici que ça s'est passé. C'est ici que Dinah Carter a laissé son parapluie debout. » Certains disent que les nuits pluvieuses d'où, si vous vous tenez au bon endroit et regardez attentivement, vous pouvez encore le voir. Un parapluie noir ouvert contre la tempête, attendant une femme qui ne reviendra jamais parce qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. Quelque chose qui valait plus que tout ce dont un parapluie aurait pu la protéger. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que certains échos du passé sont si puissants qu'ils laissent des impressions sur le présent, des ombres visibles de moments où l'histoire a basculé sur le choix d'une seule personne. Ou peut-être que ce n'est qu'une histoire, belle et inspirante, mais finalement fictive, une façon pour les générations futures de donner un sens à un courage qu'elles peuvent à peine comprendre. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Dinah Carter perdure. La femme qui est née esclave et est morte libre. La femme qui est entrée dans une tempête avec rien d'autre que l'espoir et la détermination. La femme qui a laissé son parapluie debout parce qu'elle n'avait plus besoin de sa protection, parce qu'elle était enfin complètement, entièrement libre.